Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. La Staatsoper de Vienne régale le Grimaldi Forum avec Così fan tutte de Mozart. Sur scène, une Cecilia Bartoli majestueuse et une distribution de renom. Quel bilan économique mondial tiré de 2025 et quelles sont les perspectives et les principaux défis à relever pour 2026 ? Jean-Christophe Caffé, économiste en chef de COFAS, nous livrera son analyse. Elle est une belle preuve de résilience. Sabrina Gaza a brillé au championnat de France en handi-aviron. Vous découvrirez son parcours de vie qui l'a amené à se surpasser. Et puis ce soir, nous avons poussé les portes du studio de Monaco qui répète actuellement la pièce d'Yvan Calbeyrac, l'étudiante, et Monsieur Henry. La situation financière de l'AS Monaco Basket fait réagir jusqu'au plus haut niveau. Dans une interview accordée au journal L'Équipe, le prince Albert II a fait part de son sentiment. « C'est une situation qui me préoccupe beaucoup », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre, on va tout faire pour que les joueurs soient bien traités et surtout qu'on puisse finir la saison. Le gouvernement princier a proposé des solutions au tribunal de première instance de Monaco. Des réflexions sont en cours pour travailler activement à la sauvegarde du club. Le prince Albert II, qui est actuellement en Italie pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina, il suit au plus près en sa qualité de membre du Comité international olympique et président du Comité olympique monégasque les épreuves de ces Jeux d'hiver. Mais retour ce soir sur l'un des moments forts de ces JO, la cérémonie d'ouverture aux côtés de Laura Pausini ou d'Andrea Bocelli. Cecilia Bartoli a eu l'honneur d'interpréter l'hymne olympique à San Siro, une expérience unique qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Elle s'est confiée au micro de José Sacré. J'ai jamais chanté dans un stade. Et au début, c'était un peu choquant. Et surtout, c'était choquant la répétition. Parce qu'on a fait une répétition, il y avait la pluie. Et disons, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que là, la tribune, finalement, là où il y a le public, c'était couvert. Mais nous, c'était là, sur la pluie, et ils ont dit à Madame Bartoli, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là, dans 2 jours ? Ah ben, il faut the show must go on. Je lui ai dit, mais c'est pas vrai, on va chanter comme ça, dans la pluie ? J'ai dit, oui, ah bon ? Allez, et finalement, c'était une journée magnifique, c'était plein, archi plein, 65 000 personnes, qui avaient envie de partager, et d'y aller finalement, oui. Je suis arrivée sur scène, là on est tout bien placé. Finalement, je me suis dit, mais Cecilia, tu t'es amusée, ça peut pas être le trac tout le temps. Allez, vas-y. Je regardais autour de moi, et puis je me suis dit, bon, on y va. Et c'était magique. Vous aviez une robe magnifique en plus. Ah oui, ça c'est vrai. La robe, c'était un rêve. C'est vraiment le rêve. C'était fait par Armani, privé. Je suis allée à Milan. Ils ont pris tout. Enfin, ils ont fait. Et vraiment, c'était un travail. Ils ont dit que c'était presque 200 heures de travail pour tout faire, pour tout caler, les choses. Vraiment, c'est rose, poudré, d'une beauté. Et moi, quand j'étais dedans, je dis, oh là là, mi sento una principessa. Vraiment. Je représentais l'Italie et Monaco. Et là, c'était bien sûr un grand privilège pour moi d'être là. Et on avait notre président italien et on avait aussi notre prince aussi dans la tribune. Là, c'était vraiment un moment magique. Souvenir mémorable donc pour la directrice de l'Opéra de Monte-Carlo aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Elle était d'ailleurs déjà de retour sur scène hier pour jouer l'œuvre de Mozart, Così fan tutte, avec la Staatsoper de Vienne, un opéra où la mezzo-soprano a pris là aussi beaucoup de plaisir à interpréter le rôle de Despina. Le détail de José Sacré. Invitée par l'Opéra de Monte-Carlo, la Wiener Staatsoper a donné au Grimaldi Forum une représentation de Così fan tutte de Mozart. Proposée dans une très belle mise en espace, cette œuvre de Mozart sur un livret de Lorenzo da Ponte chante la dérision des amours humaines, la duperie des sentiments éternels. La distribution était de grande qualité. Le rôle des deux sœurs était interprété par Louise Adler et Samantha Anke. Peter Kellern tenait le rôle de Guglielmo et Philippe Emanou celui de Ferrando. Dans le rôle d'Alfonso, un vieux sceptique, cynique, qui met au défi de jeunes officiers de conserver en leur absence l'amour de leur belle, Alessandro Corbelli.
C'est un rôle d'un personnage très intelligent. Et c'est un philosophe. Alors j'ai étudié philosophie, alors je reconnais quelque chose de l'illuminisme. Quant à Cecilia Bartoli, elle était parfaite dans le rôle de la servante, un rôle qui lui permet, outre son immense talent de chanteuse, de jouer la comédie en se déguisant, ce qu'elle adore, et le public aussi. Grâce à la Wiener Staatsoper, ce Così fan tutte de Mozart a été pour le public de la salle des Princes du Grimaldi Forum archi-comble un moment de grâce et de beauté longuement applaudi. Et Cecilia Bartoli sera de retour sur scène à l'Opéra de Monte-Carlo, cette fois-ci avec Placido Domingo pour un récital ce samedi, jour de la Saint-Valentin. Quel bilan économique mondial tiré de 2025 et quelles sont les perspectives et les principaux défis à relever pour 2026 ? Deux questions qui ont été posées aujourd'hui lors de la conférence organisée par le Monaco Economic Board. Comme chaque début d'année, le MEB a convié Jean-Christophe Caffé pour livrer son analyse. Il est également notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Christophe Caffé. Bonsoir. Lors de cette conférence à Monaco, vous avez notamment livré une synthèse du colloque de la COFAS qui se tiendra le 17 février prochain à Paris. Que faut-il en retenir d'autre ? J'étais surtout à Monaco, comme chaque année, pour adresser les grandes questions qui se posent pour l'économie mondiale et pour retracer la vision de COFAS et plus précisément de la recherche économique sur l'état de l'économie mondiale et ce qu'il faut en attendre pour 2026, voire au-delà. On a parlé de beaucoup de sujets, notamment de l'avenir, de la mondialisation, de l'État, de la transition énergétique et puis surtout de macroéconomie américaine et européenne. Oui, justement, cette année 2025 aura été marquée par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche avec une politique commerciale très controversée. Oui, ça a été effectivement une des choses qui nous a le plus occupés, j'allais dire, cette année. Comprendre la politique économique américaine et surtout essayer d'en déterminer les impacts, à la fois pour les États-Unis et surtout pour le reste du monde. Il ressort de notre analyse sur cette politique commerciale qui consiste principalement, comme vous l'avez dit, à monter les droits de douane, qui aujourd'hui se situent aux alentours de 16-17%, que c'est principalement les agents américains qui en supportent le coût, pour l'instant essentiellement les entreprises, mais progressivement de plus en plus les ménages, à mesure que les entreprises qui, dans un premier temps, ont pris sur leur marge, font passer la hausse de leurs coûts liés aux droits de douane au consommateur final. Et est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres bouleversements, tant géopolitiques qu'économiques, qui auront marqué 2025 ? Les événements n'ont pas manqué sur cette année. La situation sur le front oriental de l'Europe, c'est-à-dire en Ukraine, est loin d'être stabilisée, comme vous savez. La situation au Proche-Orient non plus. L'année 2026 a commencé sur les chapeaux de roue, comme vous le savez, avec la capture de Nicolás Maduro au Venezuela. On a une seule certitude, si vous voulez, pour l'année qui vient, c'est celle d'être surpris. Et sur le plan macroéconomique, la situation s'est au contraire révélée assez conforme aux attentes. L'an dernier, on avait prévu une stabilisation de la macroéconomie mondiale, de l'économie en termes de taux de croissance aux alentours de 2,7-2,8%. Et c'est précisément ce qu'on a eu. Et il faut bien distinguer la macroéconomie de la microéconomie. Exactement. Au niveau macroéconomique, c'est-à-dire les grands ensembles, la croissance de la génération de valeur ajoutée, là, on n'a pas eu trop de surprises. Les États-Unis ont enregistré une croissance de l'ordre de 2,2% l'an dernier, précisément notre prévision initiale. Le Royaume-Uni, plus 1,4%. La zone euro a végété, quand on enlève l'Irlande qui brute les statistiques, sur un plus 1%, avec l'Allemagne qui continue de sous-performer, ça aussi c'était attendu, et l'Espagne, à l'inverse, qui surperforme, puisqu'elle devrait avoir enregistré une croissance de
3%. Par contre, côté microéconomique, là, on a eu des développements bien plus vigoureux que ceux à quoi on s'attendait, notamment en termes de progression des défaillances. Des défaillances aux États-Unis qui ont vivement augmenté sur le troisième trimestre 2025, plus 18%, après peut-être forme d'attentisme, fin 2024, début 2025, au début du deuxième mandat de Donald Trump. En revanche, en Europe, on a eu des évolutions plus en phase avec nos attentes, c'est-à-dire une progression assez linéaire des défaillances d'entreprises en Allemagne, en France ou dans des pays comme du pourtour méditerranéen comme l'Italie et l'Espagne. Jean-Christophe Caffé, vous avez déjà dessiné un peu ce qui nous attend en 2026, mais quelle est la vision de la COFACE à ce sujet ? Cette vision, c'est celle d'un ralentissement en tendance de l'économie mondiale et qu'on observe depuis maintenant 5 ans, depuis que j'ai rejoint COFACE très précisément, j'y peux rien, mais c'est ce qu'on observe. Alors ce ralentissement-là, il serait pour cette année principalement imputable à la Chine, donc on attend en net ralentissement, c'est-à-dire une croissance qui devrait passer de 5% l'an dernier à 4,3-4,4% dans l'état actuel de la politique budgétaire et monétaire chinoise. Le reste des principales zones de croissance, que sont les États-Unis, on s'attend à une stabilisation. On s'attend peut-être à une légère accélération en Europe sous l'impulsion de ce qui va se produire en Allemagne, une très forte impulsion budgétaire, si bien sûr elle devait être totalement exécutée. Pour le reste, les émergents continueraient au sens large à soutenir l'essentiel de l'économie mondiale, puisqu'ils représenteraient entre 2/3 et les 3/4 de la croissance mondiale cette année. Et quels conseils donner aux entreprises alors ? Dans un contexte marqué, comme vous l'avez dit, par de très fortes incertitudes, des mouvements de marché potentiellement très volatiles, le conseil que je peux donner, le premier, c'est de s'informer, et de rester bien informé. Et le deuxième, bien évidemment, mais vous allez voir ça comme un plaidoyer pro domo, c'est de s'assurer évidemment. Bien évidemment. Merci Jean-Christophe Caffé pour cette riche analyse ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité en bref, l'Union nationale monégasque a réagi au départ de Régis Bergonzi et de Roland Mouflard du groupe parlementaire. Les deux hommes ont exprimé hier une décision qu'ils n'ont pas prise à la légère. Aujourd'hui, l'Union prend acte de celle-ci. Dans un communiqué, le groupe majoritaire du Conseil national espère, je cite, que la création d'un nouveau groupe parlementaire permettra de nourrir le débat démocratique, avant d'ajouter que les attaques personnelles formulées récemment dans la presse laissent malheureusement craindre le contraire. Comment accompagner les entreprises face aux exigences réglementaires croissantes dans la lutte contre le blanchiment d'argent, à l'heure où la principauté est mobilisée pour assurer sa sortie de la liste grise du GAFI? Une société vient de voir le jour, BDLP. Elle propose son expertise pour assister au mieux les entrepreneurs monégasques dans leur stratégie tout en respectant les réglementations imposées. Les détails de Fabien Bonilla et Thomas Deus. 4 lettres, BDLP, c'est le nom d'une nouvelle société indépendante dédiée à la compliance à Monaco, autrement dit, à la mise en conformité des entreprises face à des exigences réglementaires croissantes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. BDLP propose aux acteurs monégasques du secteur financier, mais pas seulement, une maîtrise des standards internationaux de conformité. Monaco a été placé en liste grise par le GAFI en 2024 et puis après en liste noire par la Commission européenne. Et dans cette idée, Monaco a déployé un plan d'intervention 2025-2027 avec une sortie espérée de cette liste grise en 2026. Et dans cette idée-là, le gouvernement a autorisé plusieurs acteurs à s'implanter à Monaco, justement pour répondre aux besoins en matière de compliance, c'est-à-dire en matière de conformité à Monaco. Nous, on intervient dans ce cadre-là. On s'adresse à 2 secteurs, à la fois un secteur financier, un secteur non financier. Donc pour le secteur financier, globalement, on s'adresse aux banques, aux sociétés de gestion. Et pour le secteur non financier, ça peut aller des très petites structures comme des antiquaires, des galeries d'art, aux plus grosses structures comme des compagnies d'assurance et de courtage, des grosses sociétés de yachting, agences immobilières. Nous, on leur propose plusieurs services. On peut faire des audits internes sur tout ce qui est à ce jour mis en place. Donc, on s'occupe de faire des manuels de procédure interne, des manuels KYC, des cartographies des risques. Ensuite, on a un pôle innovation. Ensuite, on a un pôle de formation et de conférences. Et on a aussi un autre pôle en intelligence artificielle et guerre économique. BDLP, composé de 3 associés, est là pour aider les entreprises face à un environnement complexe et imprévisible, pouvant exposer ces sociétés à des restrictions commerciales, des sanctions économiques, voire des conséquences juridiques et financières, à l'heure où Monaco veut sortir de la liste grise du GAFI.
Il y a plus de 100 ans maintenant, le grand-père maternel du prince Albert de Jack Kelly remportait l'or en aviron aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Depuis cette date, cette discipline est étroitement liée à la principauté et Monaco se distingue sur les podiums. Dernièrement, au championnat de France, 12 athlètes représentaient la Société nautique de Monaco à Paris. Parmi les participants, Sabrina Gazza qui a une histoire particulière. Cette rameuse est devenue championne de France en relais mixte et a décroché le bronze en handi aviron. Son portrait est signé Fabien Bonilla et Thomas Deus. Sabrina Gazza, 44 ans, a vécu il y a 3 ans un cauchemar. Ses 2 jambes ont été sectionnées par une hélice de bateau. Cette monégasque a vu la mort de très près, mais le destin en a décidé autrement. 3 ans plus tard, armée d'un courage, d'une abnégation et d'une volonté hors norme, Sabrina marche comme tout le monde. Son handicap ne se voit quasiment pas si l'on n'y prête pas attention. Et elle pratique depuis peu l'aviron en salle auprès de la Société nautique de Monaco. J'ai eu un accident il y a 3 ans de bateau qui m'a fait perdre l'usage de mes jambes. Et suite à ça, j'étais obligée au départ de faire du sport pour pouvoir réapprendre à marcher. Et petit à petit, c'est devenu un besoin vital d'en faire. Et j'ai essayé plusieurs sports et je suis tombée sur l'aviron qui m'a énormément plu. C'est un bien-être fou comme tous les sports d'endurance. Ça nous permet de se vider la tête avant tout. Et de pouvoir tous les jours s'améliorer. Et c'est un vrai challenge pour soi-même. Sabrina ne s'arrête pas à la pratique en loisir, elle a décidé récemment de faire de la compétition. J'ai assisté au championnat de France la semaine dernière à Paris, où j'ai été médaillée de bronze sur le 500 mètres. J'ai fini 4e au 2000 mètres et première en relais 4x500. En valide et para, donc médaillée d'or. Sabrina Gazza est soutenue par la Société nautique de Monaco, un club qui a ouvert ses portes aux personnes en situation de handicap depuis longtemps. Ça fait presque 19 ans maintenant que nous faisons du sport para-aviron et avec succès. Nous mettons les moyens en place pour essayer d'amener ces personnes au bout de leur rêve, au bout de leur histoire. Pour Sabrina, pour nous, c'est quand même déjà une chance d'avoir une personne comme ça qui arrive au club avec une énorme envie, un potentiel énorme. Il faut imaginer un peu la fierté de dire qu'il y a 6 mois, tu découvres une activité, 6 mois après, tu es sur le podium national avec un titre de championne de France. C'est une fierté, je pense, pour la personne, pour le travail accompli, et aussi pour nous, de pouvoir la mener à ce niveau-là, et de se dire que c'est que le début d'une histoire. Le début d'une histoire, après ces beaux résultats au championnat de France, Sabrina a effectivement d'autres objectifs en tête. Donc maintenant, notre préparation va être vraiment sur l'eau, pouvoir faire de l'aviron. Et le but ultime serait de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Alors que ses enfants ont failli perdre leur mère, elle veut désormais participer aux Jeux paralympiques de Los Angeles. Un challenge gigantesque, mais lorsque l'on connaît le chemin de croix qu'elle a dû parcourir, on peut se dire que tout est possible avec Sabrina Gazza. Voilà pour ce parcours inspirant de Sabrina Gazza qui désormais rêve des Jeux Olympiques et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Culture à présent avec cette pièce qui sera présentée par le studio de Monaco au Théâtre des Variétés les 20 et 21 février prochains. L'étudiante et Monsieur Henri d'Yvan Calberac est mise en scène par Bernard Vanoni est une pièce pleine de tendresse, qui mélange rire et émotion. Chrisinda Petit-Homel et Sylvain Péroumal se sont glissés dans les coulisses des répétitions du studio de Monaco. Voyez leur reportage. Grattez bien vos chaussures. Vous n'allez pas tout me saloper. Sur scène, 2 générations se rencontrent. D'un côté, une jeune étudiante pleine d'espoir, de l'autre, Monsieur Henri, un vieil homme grincheux, bougon, parfois cassant, mais profondément attachant. Un personnage exigeant, incarné par Bernard Vanoni, metteur en scène également de la pièce. Ah, certainement pas, non, il n'y a rien de pire que les lèche-culs. Ce que j'aime dans cette pièce, c'est l'humanité des personnages. De tous les personnages, mais évidemment d'abord de Henri, qui est un vieux bougon, il est hypersensible
et il cache cette sensibilité qui le gêne, ça l'embête de se montrer sensible comme ça devant les autres. Il cache ça sous un très mauvais caractère. Il est vraiment très désagréable. Et voilà, et ça, j'aime bien cette double facette. C'est de l'humanité, voilà, tout simplement. C'est de l'humain. Entre dialogue plein de piquant et instants de douceur, la pièce navigue sans cesse entre humour et émotion. Cette rencontre inattendue entre deux générations nous invite à porter un autre regard sur la vieillesse, la jeunesse et sur les murs que nous dressons parfois autour de nous. Un message fort se dégage alors, ne jamais renoncer aux autres ni aux liens humains. Mais c'est pas mes chaussons que vous avez au pied là ? Il est vrai que si on a des choses à dire, il faut les dire, il ne faut pas les cacher. Si on ressent des choses, il faut le montrer. Ce n'est pas un problème de montrer sa faiblesse par rapport à la virilité. Je parle pour un homme essentiellement. Ensuite, il y a ce concours entre les différents âges. On se complète tellement. C'est tellement facile, si on veut bien, se laisser aller, se laisser emporter et ne pas toujours tout contrôler. Un texte sensible porté par une équipe passionnée qui invite chacun à réfléchir à ses propres relations, à ses peurs, mais aussi à sa capacité à aimer et à se laisser surprendre. L'étudiante et Monsieur Henry est à découvrir les 20 et 21 février à 20h30 au Théâtre des Variétés. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo de Céleste Neckelmann, suivi de votre magazine Immersion chez les pompiers de Monaco. Dans ce 10e épisode, Alban Gingembre s'intéresse à l'engagement des pompiers qui dépasse parfois l'uniforme. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui a assisté aux répétitions de Péléas et Mélisande de Claude Debussy qui sera joué à partir du 22 février prochain à l'Opéra de Monte-Carlo. Répétitions auxquelles ont assisté aujourd'hui des scolaires de la Principauté. Le reportage sera à découvrir dans notre édition de demain. À demain, donc, 19h sur Monaco Info. Belle soirée à tous. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce mercredi. Il faudra compter sur un temps nuageux en début de journée avec un risque d'averse qui cessera en matinée. Les nuages se dissiperont petit à petit pour laisser place à de belles éclaircies prévues dans l'après-midi. Les températures commencent à se réchauffer et varieront entre 10 degrés le matin et jusqu'à 17 degrés dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h32 et se couchera à 17h56. Un coup d'œil sur la météo de l'eau. Les sources de la Principauté de Monaco assurent plus de 50% de notre consommation d'eau. Les bons gestes sont toujours les bienvenus. Nous célébrerons Notre-Dame de Lourdes et en ce 11 février, c'est la journée mondiale des malades. Elle a pour but de sensibiliser le public aux souffrances des personnes malades et de mettre en avant le rôle essentiel des proches et des soignants. Une pensée à tous les patients souffrant en ce jour. Je vous souhaite une belle soirée sur Monaco Info.